Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Nickel ou la rencontre entre buralistes et fintech. Hugues Lebré, cofondateur de Nickel à Paris. Dans la vie, il se passe beaucoup de choses par accident. C'est-à-dire que ce qui a le plus d'importance, c'est pas ce qu'on prévoit, mais c'est ce qui se passe demain, la rencontre, et qui fait qu'on décide de faire des choses ensemble. Et donc, ça, le plus important, c'est ce qu'on ne connaît pas et ce qui se passera demain, quoi. Et du coup, il ne faut jamais avoir peur de bouger, de redémarrer de zéro, parce qu'il se passe toujours des choses. Le début de cette aventure commence pour Hugues avec la rédaction de son livre sur l'affaire Kerviel. Cet ancien banquier nous raconte comment la rencontre avec l'un de ses associés, Riyad, a permis de démarrer les activités de Compte Nickel, devenu Nickel quelques années plus tard. Cet épisode nous replonge dans les débuts de la période FinTech et nous permet de comprendre comment la DSP1 a permis l'avènement d'une start-up d'un nouveau genre. La raison d'être initiale de Nickel, c'est de redonner accès à une partie de la population française à des services bancaires, accès rendu impossible pour des raisons d'insolvabilité. Nickel permet d'ouvrir un compte en 5 minutes chez le buraliste sans condition de revenus ni de patrimoine, et y compris pour les interdits bancaires. Vous découvrirez les différentes typologies de clients de la société aujourd'hui, le setup opérationnel, en particulier avec le groupe Arkea, et les développements à attendre pour cette société, et en particulier l'internationalisation en Espagne, au Portugal et en Belgique. Hugues nous parle également de ses investisseurs, le pool de 140 business angels des débuts, la Confédération des buralistes de France et les fonds Partech et 8 Roads qui auront conjointement apporté en 7 tranches 39 millions d'euros à la FinTech. Enfin, ces derniers nous expliquent la cession à BNP et les raisons qui ont motivé le groupe bancaire à réaliser cette acquisition. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Hugues. Bonjour Solène. Alors un tout grand merci d'avoir répondu présent à mon invitation et merci pour la magnifique vue que tu m'offres aujourd'hui sur Paris. Tu as un parcours de banquier et d'entrepreneur qui est assez incroyable. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter à nos auditeurs et je salue ceux qui nous écoutent au Maroc? Maroc, j'aime beaucoup, j'y étais souvent, et, y compris pour de la banque, y compris pour faire des conférences à Rabat et à Casablanca. Mais la dernière chose visible que j'ai faite, c'était de lancer Nickel, qu'on appelait le compte Nickel, qui a aujourd'hui 2 millions de clients et qui est la seule néobanque européenne rentable. Et on parlera peut-être du business model tout à l'heure. Avant ça, j'étais président directeur général de Boursorama, à l'époque où Boursorama était coté en bourse, avait 1000 collaborateurs, était présent en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Et avant, j'étais 10 ans au comité exécutif de la Société Générale, où je m'occupais à la fois de la communication, de l'innovation, et puis du comité de pilotage des activités Internet du groupe. Et d'ailleurs, c'est là qu'on validait les acquisitions de Boursorama, la stratégie, et c'est là qu'on a piloté l'introduction en bourse de Boursorama, qui s'appelait Fimatex avant, en 2000. Et avant, j'ai un parcours de 10 années en Investor Relations. Et donc, j'ai fait une trentaine d'introductions en bourse. Les plus gros, c'était France Télécom, c'était CNP Assurance, ou la fusion avec UAP. Et sinon, j'ai fait des intros comme Business Object. C'est là que j'ai découvert les nouvelles technologies en 96, l'IPO sur le Nasdaq, Devoteam, et puis beaucoup de sociétés. Donc, Investor Relations, banque et patron de néobanque. Super. Alors ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup. J'ai lu ton livre Nos banques, que je conseille à tout le monde, que d'ailleurs j'ai conseillé dans ma dernière newsletter. Et en fait, ce serait intéressant que tu fasses juste un petit point d'éclaircissement, que tu nous expliques ce qui t'a conduit en fait à quitter ta carrière de banquier pour te lancer dans une aventure entrepreneuriale absolument incroyable. C'est un accident qui est l'affaire Kerviel que j'ai géré, qui a été extrêmement compliquée, extrêmement violente. Et du coup, j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle La semaine où Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial, qui est un livre de réhabilitation de la gestion de crise par la Générale et par Daniel Bouton, et qui est un livre qui dit tout ce que l'on n'a pas vu dans les médias. La vérité est toujours multiple, mais cette vérité-là manquait, qui était ma vérité. Et du coup, j'ai décidé de publier ce livre, et en prenant cette décision, j'ai dû choisir entre mon job de PDG de Boursorama et publier ce livre. Et j'ai choisi ce livre parce que pour moi, c'était extrêmement important que l'histoire ne se termine pas sans que j'y apporte ce témoignage-là. Et du coup, avant de faire ça, j'avais quand même validé que je pouvais remonter une société. Ma première société, je l'avais créée à 30 ans, donc quand on l'a fait, on sait que c'est pas compliqué.
Et du coup, j'avais des clients en conseil, je redémarrais. Et en fait, 3 mois après avoir quitté Boursorama, je rencontrais Riyad et on partait sur le projet Nickel. Donc, c'est par accident. Mais dans la vie, il se passe beaucoup de choses par accident. C'est-à-dire que ce qui a le plus d'importance, c'est pas ce qu'on prévoit, mais c'est ce qui se passe demain, la rencontre, et qui fait qu'on décide de faire des choses ensemble. Et donc, ça, le plus important, c'est ce qu'on ne connaît pas et ce qui se passera demain, quoi. Et du coup, il ne faut jamais avoir peur de bouger, de redémarrer de zéro, parce qu'il se passe toujours des choses. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir éclairci ce point-là. Alors, la raison qui fait que je t'ai proposé de venir parler sur FinScale, enfin, elle est multiple parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie qu'on aborde ensemble. Mais l'une d'entre elles, c'est de parler de l'accès aux services financiers aux populations plus modestes. On a traité le microcrédit avec Riyad Halimi, qui est le CEO, le fondateur de FinFrog. Donc, c'est un élément... Et avec Arnaud Ventura aussi. Et avec Arnaud Ventura, tout à fait, mais en Afrique. Dans le hors-série sur l'Afrique. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu, parce que je pense qu'il y a il doit y avoir pas mal d'auditeurs qui n'ont pas vraiment d'idée des soucis qu'ont ces populations-là à avoir accès aux services bancaires, puisque vous offrez chez Nickel accès à une carte à des personnes qui sont des interdits bancaires. Est-ce que tu pourrais nous faire, nous donner un petit peu plus d'éléments pour qu'on comprenne en fait le service qui est rendu à ces populations-là? Et alors ça, c'était le pitch de départ. Et en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste, puisque c'est 30% de la population qui a des frais d'incident énormes et qui viennent chez Nickel et qui font une économie de 500 € par an. Donc le marché est beaucoup plus vaste que ce qu'on avait imaginé au départ. Oui. Mais c'est pas grave de se tromper. On apprend en marchant et puis on pivote et on bouge. Au départ, on s'est dit... Et c'est dans la banque, et moi j'étais PDG de Boursorama, et puis je l'ai fait, c'est-à-dire que la banque, c'est un des seuls secteurs où on peut se séparer d'un client sans avoir à se justifier. Pour des raisons de conformité, de dossier pas à jour, ou de fraude, ou de non-respect des conditions générales de vente, ou pour des raisons d'insolvabilité. Et il se trouve qu'en France, en 2012, au moment où on a décidé de lancer Nickel, il y avait 1 200 000 d'interdits bancaires, c'est-à-dire de gens qui sont sortis du système. Et quand on est du côté du banquier ou du côté des autorités, on se dit, il y a un problème, c'est-à-dire il y a des gens qui sont sans solution. Et du coup, comment je règle le problème ? Je le règle de 2 manières. Soit je leur verse leurs minima sociaux sur le livret A de la Banque Postale, et là, ils sont mal bancarisés, avec des moyens de paiement complexes, et puis un parcours compliqué, humiliant, et il faut faire la queue. Ou alors, il y a le droit au compte. Et du coup, on peut saisir la Banque de France, et quand on a des refus de ces banques, la Banque de France vous attribue une banque d'office. Sauf qu'on ne se pose pas la question d'après, c'est combien il y en a qui bénéficient de droit au compte. C'était 30 000 sur 1 200 000. Et est-ce qu'ils sont satisfaits ? Et c'est pas du tout. Et comment font les autres alors ? Et les autres, ils se débrouillent, ils vivent en cash, ils se lèvent à 6 h du matin pour être le premier à 9 h pour aller chercher leurs minima sociaux. Et puis après, ils se retrouvent avec 400, 600 € de cash dans la poche et il faut qu'ils tiennent le mois avec. Donc c'est extrêmement complexe et c'est très, très mal fait. Et du coup, tout le monde disait, il n'y a pas de problème parce qu'il y a le droit au compte et il y a le livret A. Et juste, il y a 1,2 million de personnes qui étaient en problème. Et du coup, nous, on a décidé de créer un compte tout simple qu'on ouvre en 5 minutes chez le buraliste, juste pour avoir un relevé d'identité bancaire et recevoir ses minima sociaux, pouvoir payer son loyer, son électricité, et puis avoir une Mastercard internationale pour faire l'ensemble de ses achats. Et on a fait ça grâce à 3 choses. Grâce à l'Europe. Il faut le dire, tout le monde tape sur l'Europe en permanence, mais c'est la directive sur les services de paiement qui a créé le statut d'établissement de paiement, qui a permis d'émettre l'ensemble des moyens de paiement, y compris un relevé d'identité bancaire, à condition de ne pas être en découvert, c'est-à-dire de ne pas être établissement de crédit. Et on a pu avoir un statut d'établissement de paiement régulé par la CPR, qui nous permettait de donner un compte à vue avec une Mastercard internationale et de faire l'ensemble des opérations bancaires à condition d'être en temps réel et de ne pas autoriser le découvert, puisque c'est du crédit et c'est une autre régulation. Ouais. Et donc la deuxième innovation, c'est les technologies. Et en fait, la 4G, elle est généralisée depuis la fin des années 2000, tu vois, c'est vers 2010, etc. Et du coup, il fallait être connecté partout, parce qu'avant, il y avait beaucoup de terminaux de paiement électronique, il y avait beaucoup de commerces avec des fers à repasser qui n'étaient pas connectés en temps réel. Et du coup, il fallait qu'il y ait à la fois cette révolution technologique d'ultra-connexion et à la fois cette évolution de la réglementation. Et puis la troisième chose, c'est qu'il fallait qu'on ait un coût d'acquisition qui soit très très faible. Et au lieu de payer des fortunes pour avoir des mots-clés sur Google, et bien d'avoir des vrais gens qui passent dans la rue et qui passent où ? Qui passent chez les buralistes, où les gens avaient l'habitude d'acheter leur téléphone prépayé et les populations qu'on visait étaient vraiment en contact avec la rue. Donc c'est ces 3 choses qui ont fait qu'on a pu lancer Nickel dans des très très bonnes conditions. Super. Alors moi, j'aimerais rentrer dans le détail. Bien sûr. J'aime bien le détail. J'adore les détails. Quand on lit ton bouquin, donc même s'il y a la DSP2, c'est quand même très nouveau. Non, c'était la DSP1, pardon. Oui, c'était la DSP1. C'est encore assez nouveau. 2007.
vous avez besoin donc d'investisseurs derrière, vous avez besoin d'une banque de cantonnement. Comment est-ce que vous êtes allé chercher ces investisseurs? Comment est-ce que vous êtes allé trouver une banque de cantonnement? Parce que moi, je l'ai vécu, en fait, pour accompagner un établissement de monnaie électronique. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de suspicions de la part de l'établissement de crédit derrière. Donc, comment est-ce qu'on arrive à convaincre une banque de rentrer dans l'aventure et comment on lui donne les gages, l'assurance, si tu veux, parce que les banques sont quand même très averses au risque, pour qu'elles s'embarquent dans l'aventure? D'abord, il y a beaucoup de banques qui ont refusé. Et du coup, je me suis appuyé sur Ronan Lemoal, qui à l'époque était directeur général de Arkea. Et moi, j'avais connu Ronan quand j'étais PDG de Boursorama et que lui, il dirigeait Fortuneo. Et du coup, il avait une confiance a priori dans la personne qu'il connaissait. Et du coup, c'est vrai que j'avais eu des lettres de refus de beaucoup de banques. Et si j'avais pas fait avec Ronan Lemoal, j'aurais fait avec la Société Générale. J'avais discuté avec Jean-François Samarcelli. Et du coup, il avait accepté, mais il fallait passer au comité nouveaux clients, mais aussi au comité nouveaux produits, parce que leur philosophie sur les établissements de paiement, c'était de travailler qu'avec les filiales des grands groupes avec lesquels ils travaillaient. Donc, quand il y avait une nouvelle start-up, ça a beaucoup évolué depuis les liens entre les fintechs et les grandes banques, mais à l'époque, on ne bossait pas avec des boîtes qui se créent. Et du coup, le processus nouveau client, nouveau produit prenait 2-3 mois, alors qu'avec Ronan, on a signé en 15 jours. Et l'agilité et la rapidité. Et Arkea était très familier. Ils étaient déjà dans Mongo, ils étaient déjà dans Litchi, ils avaient racheté Banque en Belgique. Ils étaient déjà dans ces sujets-là et ils avaient déjà décidé que les paiements, c'était stratégique et c'était de la data. Et ils avaient déjà décidé une stratégie d'open banking. Donc, ils étaient les plus avancés à l'époque. D'accord. Et en termes d'investissement, vous étiez du coup déjà établissement de paiement à l'époque? Alors, c'était la terminologie. Alors, ce qui était très compliqué, c'est que pour être établissement de paiement, il faut être agréé par la CPR. Oui. Et du coup, il faut faire un dossier. Oui. Et un dossier, on décrit l'ensemble des processus, l'ensemble des partenariats, l'ensemble des contrats, l'ensemble des SLA, l'ensemble des contrats, l'ensemble des définitions de poste, l'ensemble de la gestion des risques, etc. Et du coup, un premier dossier, ça fait 1500 pages, et puis le dernier dossier faisait 4800 pages. Alors maintenant, il y a beaucoup de procédures qui sont très accélérées, etc. Et du coup, on a mis plus d'1 an à faire les allers-retours avec la CPR, le temps de monter les opérations. Mais il faut déjà avoir le contrat avec Mastercard, il faut déjà avoir le contrat avec Gemalto, il faut déjà avoir le contrat avec Arkea, avec Monex, etc., pour que ce soit complètement waterproof. Et en fait, on a investi, on était une dizaine de fondateurs, on était 4 fondateurs opérationnels d'entreprise. Mais on avait associé deux sociétés à côté de nous, une société qui faisait de la distribution de cartes prépayées dans les dom-toms, et puis une société qui faisait des systèmes de caisse de buralistes. Et on pensait que ces 2 partenaires allaient beaucoup nous aider. Et du coup, collectivement, on a investi 3 millions au départ. C'est-à-dire que les premiers business angels, c'était les fondateurs. Et ensuite, avec ces 3 millions-là, on a construit les opérations, on a construit l'informatique, on avait déjà une équipe d'une 20aine de personnes, et puis on a fait l'ensemble du dossier d'agrément par la CPR, et on a construit beaucoup les opérations en mode SaaS, avec SAB, avec beaucoup d'opérateurs. Et notre grande surprise, qui était la grosse déconvenue de Nickel, avant le feu d'artifice après, c'était que quand il n'y avait plus d'aller-retour avec la CPR, la Banque de France, et qu'on nous a dit vous allez pouvoir passer au collège, nous on pensait qu'en passant au collège, on aurait notre agrément, donc on aurait notre code banque, donc on pourrait se plugger sur le système européen des paiements, donc on pourrait faire le paiement carte, et puis on pourrait avoir un test, une preuve de concept avec les premiers clients Friends and Family. Sauf que la CPR nous a dit, pour que vous passiez au collège, il faut que vous ayez 6 millions de capital en plus. Et nous, on avait mis tout ce qu'on avait. Et on s'est retrouvé dans la position d'avoir dit à Arkea, à Mastercard, d'avoir dit à l'ensemble de nos partenaires qu'on allait passer au collège et puis qu'on allait démarrer dans 2 mois. Sauf que là, on n'avait pas le cash. Et du coup, au lieu sur la preuve d'un milestone qui est d'avoir l'agrément, en plus d'avoir testé les opérations, en plus d'avoir les premiers clients, d'aller faire une levée, on s'est retrouvé dans la position de « j'ai pas l'agrément ». Donc, j'ai pas testé, je suis pas plugué sur tes pas. Et c'était 2012. Et du coup, il n'y avait pas les fonds d'investissement, il n'y avait pas le seed. Le mot fintech n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était vraiment les précurseurs. Et j'ai eu un refus total. J'ai cherché toutes les banques pour rentrer et prendre 10-15% du capital. Tout le monde a refusé. J'ai cherché tous les fonds d'investissement. Alors après, ça a été vertueux parce qu'une fois qu'ils vous connaissent, ils vous suivent, ils disent non au départ. Et puis avec le temps, on s'apprivoise. Et du coup, j'ai trouvé 140 business angels.
Des copains avocats, publicitaires, chasseurs de tête, des gens avec qui je faisais du conseil, voilà. Et du coup, petit à petit, et là c'était très, très chaud, parce que tous nos contrats se détricotaient. C'est-à-dire qu'on a mis 1 an. Du coup, l'agrément, on l'a eu au mois de juin. Et en fait, le régulateur ne se rendait pas compte. C'est-à-dire qu'on est passé au collège en avril, mais la lettre, on a eu en juin. Et du coup, dès qu'on a le code BOC en juin, on se met en développement, par exemple, chez Arkea. Mais sauf que c'est l'été, ils ne prennent pas de nouveaux projets, ils se mettent qu'en maintenance, parce qu'il y a 30% du staff qui n'est pas là en juillet, en août, et donc on repère 2 mois et on fait le développement en septembre. Mais pendant ce temps, on paye nos gars, et on est start-up, et on n'a pas de revenus. C'est-à-dire que les gens ne se rendent absolument pas compte qu'entre je passe au collège et j'ai la lettre il y a 2 mois, et ces 2 mois, ils nous coûtent la peau des fesses. Et qu'en plus, ça tombe en juin, et on reprend 2 mois pour faire les développements. Et du coup, on a démarré Nickel en février 2014 au lieu de janvier 2013. Ah ouais. C'est énorme. Ouais. Alors, donc tu as levé auprès de Business Angel. Ouais. Vous avez lancé J'ai eu beaucoup de chance Nickel. parce que j'ai eu des très bons Business Angels et qui ont permis de financer tous les tours presque jusqu'à la fin. Oui. On a levé en 7 tranches 40 millions, 39 exactement, mais les fonds sont arrivés qu'à la fin. Et sur ces 39, les Business Angels en ont financé 30. Ah ouais. Super communauté aussi. Ouais, super communauté. Alors, il y a un truc que j'aimerais que tu nous racontes, parce que tu m'en avais parlé la dernière fois et je trouve que c'est absolument génial. C'est, en fait, déjà, pourquoi avoir pensé aux buralistes ? Et deuxième chose, comment vous êtes mis les buralistes dans la poche ? Alors ça, c'est une très très belle histoire, et puis j'en suis très fier. On a pensé aux buralistes parce que Riyad, mon associé, avait l'expérience des cartes téléphoniques prépayées, dématérialisées. C'est lui qui avait dématérialisé les cartes téléphoniques prépayées et il vendait ça chez les buralistes et dans d'autres points de vente dans d'autres pays. Et du coup, il avait cette expérience-là. Et puis, on avait décidé de passer par Bimedia, qui fait les systèmes de caisse de buralistes, pour approcher les buralistes un par un. Et comme les buralistes travaillent énormément, ils travaillent 13 heures par jour, 6 jours et demi par semaine, 50 semaines par an. C'est vraiment des gens qui sont très engagés et très au contact de la population, ce qui nous intéressait beaucoup. Et du coup, on faisait des dîners organisés par Bimedia avec une dizaine de buralistes. Le soir, à Lille, à Marseille, à Nantes, à Rennes. Le dimanche soir. Oui. C'est ce que tu me disais. Beaucoup le dimanche soir et beaucoup pour les assemblées générales, parce qu'en fait, ils travaillent énormément le reste de la semaine. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'on leur dit, vous allez devenir banquier, on va ouvrir des comptes. Et il y en a 1 ou 2 qui acceptaient de suivre sur les 10. Et puis après, il fallait faire le dossier ACPR. Il fallait être validé comme agent par le régulateur. Et du coup, on avait beaucoup de difficultés. Et du coup, on a réussi à réunir comme ça une 30aine de buralistes. Et après, il y a eu un coup de théâtre, qui est un de mes réflexes de communicant. C'est qu'on a fini par avoir la lettre, en juin 2013, de l'ACPR, le régulateur, d'une part. Et d'autre part, on avait une 30aine de buralistes enrôlés. Et je me suis dit, on va annoncer qu'on a l'agrément et qu'on va lancer une banque où on ouvre un compte chez le buraliste en 5 minutes, y compris pour les interdits bancaires. Et je me dis, quelle va être la première question des journalistes ? Quelle va être la première question de Solène ? Et ça va être, qu'est-ce qu'en pensent les buralistes ? Et à qui ils vont poser la question ? Ils vont poser la question au syndicat professionnel. Il faut que je voie le syndicat professionnel. Et je vais voir Pascal Monrodo, qui est certainement l'homme à qui on doit le plus dans le succès de Nickel, qui était le président de la Confédération des buralistes de France. Et je passe 2 heures... Qu'il est toujours, d'ailleurs ? Alors, il a arrêté, parce qu'il était président pendant 3 ans, et il est buraliste à Nîmes, et je le salue, on se parle régulièrement. Et je vois Pascal pendant 2 heures en tête-à-tête. Et ça l'intéresse beaucoup, parce qu'il y a un besoin de diversification des commerces, parce que le tabac s'abaisse, la téléphonie s'abaisse, les journaux s'abaissent, et du coup, il faut réinventer le métier de commerçant de contact, de terrain, de centre-ville, et il faut trouver des relais de croissance. Et du coup, je vois qu'il a une lumière dans l'œil, et il me dit, on va se revoir très très vite. Et il me rappelle la semaine d'après, et il me dit, il faut qu'on se voit. Donc je vais le revoir, et à peine on s'est dit bonjour, il me dit, je veux rentrer dans le capital. Alors je dis, toi Pascal ? Il me dit, non, le syndicat professionnel. On veut mettre l'argent du syndicat. Et là, je ne dis pas, je vais en parler à mes hiérarchies, à mes chefs, je vais voir les directeurs. Je suis président du conseil de surveillance et puis je m'occupe de l'ensemble des relations avec les partenaires et les régulateurs, et etc., les investisseurs. Et je dis à Pascal, oui, tout de suite. Je lui dis, OK. Et donc, voilà, et on se tape dans la main. Et alors, pour la petite anecdote, il me regarde dans les yeux, et il a un accent du Sud, il me dit, je te fais confiance, mais si tu me plaintes, je fous le feu. Excellent. Voilà, mais à partir de là,
on avait topé. Et du coup, on passe de la petite boîte qui a une idée sans agrément à on a potentiellement 25 000 points de vente. Et du coup, au lieu d'aller voir les buralistes un par un, j'interviens au congrès devant les 600 élus nationaux. Je suis invité dans toutes les assemblées générales de chambres syndicales départementales le dimanche après-midi où je vais faire la claque pendant 2 heures. Donc j'ai fait toutes les régions de France et ça, c'était passionnant. Et j'adore être au contact aussi. Et du coup, en passant beaucoup de temps, on est devenu très populaire auprès des buralistes. Et à partir de là, j'étais très surpris parce que je m'attendais à avoir un article dans Challenge et un article dans Les Échos quand j'ai fait cette conférence de presse. Sauf qu'on était RTL et TF1 déjà. Parce que c'est une info de société. Parce que si tu dis j'ouvre un compte en 5 minutes chez le buraliste, sans condition de revenus, sans condition de patrimoine, y compris pour les interdits bancaires, tu as dit un nombre de choses incroyables qui sont une information de société. Déjà, 5 minutes, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ça n'existe toujours pas ailleurs que Nickel. Partout ailleurs, tu as un processus de 10-15 minutes en ligne et tu reçois ta carte 3 jours après. Ouais. Nous, tu vas dans le point de vente à minuit, porte-maillot qui est ouvert jusqu'à 1h du matin. 5 minutes après, tu as ta carte, ton RIB, tout marche. Ouais. Tout marche. Donc ça, un bijou de technologie. Tu dis buraliste, tu dis commerce de terroir. Tu dis ancrage des commerces dans les terroirs. Tu dis France d'en bas. Tu dis France des petits villages. Tu dis France des villes moyennes, tu vois. Donc tu as un imaginaire qui est très fort. Et tu dis, y compris pour les exclus bancaires, tu es détonnant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui potentiellement est exclu. C'est-à-dire que tout le monde peut être intégré. Et aujourd'hui, on prend tous les migrants, on prend 200 passeports, etc. Et du coup, il y a un énorme service social derrière. Et bien ça, c'est un info de société. Et du coup, on s'est lancé avec Claire Chazal, 20h de TF1, devant 9 millions de téléspectateurs. Dans la semaine, on a fait 3 journaux télévisés. Avec Riyad, on a fait 100% des émissions télé à plus de 2 millions de téléspectateurs. Du coup, on s'est retrouvé avec une caisse de résonance qui était nettement supérieure à notre capacité de distribution au début, puisqu'on a démarré le 11 février 2014 avec 65 points de vente, et on ouvrait 350 comptes dès le premier jour. Ouais. C'est-à-dire que ça a été extrêmement fort. Et là, vous avez 5700 points de vente et 1,7 million de comptes, c'est Alors, ça ? on a dépassé les 6000 points de vente. Désolée, je ne suis pas à jour. Et fin mars, on sera à 2 millions de comptes ouverts. Génial, super. Ouais. 2-3 éléments que j'aimerais qu'on parcourt encore avant de rentrer dans le service, voilà, et un petit peu comprendre mieux ce que vous offrez chez Nickel. C'est la cession à BNP, puisque donc Nickel a été cédé au groupe BNP Paribas. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont les raisons qui ont expliqué cette cession et en quoi elle est vertueuse ? Parce que c'est ce que tu me disais la dernière fois. Donc j'aimerais que tu approfondisses. Ça c'est très très simple. Et puis on viendra peut-être sur le modèle opérationnel, puisque Nickel, et ça a son importance, c'est une entreprise qui est rentable. Et au moment où on cède à BNP, on est rentable 6 mois après, en rentabilité mensuelle. C'est simple. Au début, on a 100% du capital, on est plénipotentiaire. Ensuite, on lève des fonds. Donc on fait une clause de liquidité dans le pacte d'actionnaires avec ses actionnaires. Donc on sait qu'on va devoir leur trouver une solution à 5 ans. Pour nous, c'était à l'été 2018. Et puis on lève des fonds et petit à petit on descend sous les 50% du capital et puis petit à petit la gouvernance évolue et on n'est plus indéboulonnable. On crée un conseil de surveillance qui nomme et révoque les dirigeants, on devient le salarié de sa propre boîte et on devient minoritaire de sa propre société et c'est pas grave. Et c'est le jeu du capitalisme. Et pour moi, le pouvoir, c'est pas le contrôle, c'est la compétence et ce qui compte, c'est la dynamique, c'est la croissance. Et c'est comme ça qu'on arrive. Et d'ailleurs, j'ai réussi à garder le contrôle en organisant les différents collèges d'actionnaires, en organisant les majorités. Mais, je disais tout à l'heure, on a fait 6 tours, on a levé 39 millions et on avait 140 actionnaires individuels. Et puis après, j'ai fait rentrer en 2015 Partech. Et puis j'ai fait rentrer en 2016 Eight Roads, qui est le fonds corporate de Fidelity. Fidelity qui est le plus grand investisseur mondial, qui gérait à l'époque 5500 milliards de dollars, qui appartient à la famille Johnson. Donc j'ai vu la famille Johnson à Berlin et regardez. Et du coup, ces gens-là, on leur doit une sortie. Et au moment, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'était en quelle année ça ? Ça, c'était en 2017, la sortie avec BNP. Mais c'est en 2016 qu'à la fois je fais rentrer Eight Roads pour le dernier tour. On a besoin de presque rien pour atteindre à la fois le break-even, plus le niveau de fonds propres réglementaire qui augmente en permanence en fonction du nombre de clients. Donc on ne se finance pas par la dette quand on fait une entreprise de ce type-là. Et en fait, je dis dans les médias, j'ai énormément communiqué, et je dis on aura 500 000 clients en février 2017 et on sera rentable en août. Et là, tout d'un coup, ça change complètement le scope. Déjà, il y a de plus en plus d'investisseurs qui nous invitaient. Moi, je faisais 70 conférences par an, donc j'allais dans l'ensemble des tech forums dans toute l'Europe, aux États-Unis. Je rencontrais toutes les communautés fintech et investisseurs fintech dans
dans l'ensemble de l'Europe. Et tout d'un coup, on devient un objet de désir. Au départ, on est un objet de... Ça fait plaisir. On est étranger. Oui, tout à fait. Et du coup, là, c'est incroyable. Donc, il y a KKR qui est venu me voir. J'ai discuté avec des grands mutualistes français. J'avais rencontré l'ensemble des grands distributeurs français, l'ensemble des telcos. J'avais rencontré des tas de banques européennes. Une des premières qui m'avait contacté, d'ailleurs, c'était Claire Calmejeune, qui était chez Lloyds à l'époque, et qui était la première à me contacter. Mais ceux qui étaient les plus pertinents, c'était les banques espagnoles. Et donc, ceux avec qui j'avais les contacts les plus réguliers, c'était BBVA et Santander. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvé avec une offre d'une de ces grandes banques espagnoles. Une offre cash, ferme, avec une lettre d'intention, tout début 2017. Et là, j'ai réuni mon board, mes actionnaires, Philippe Colombel de Partech, Philippe Odo, qui était un business angel depuis le début. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on continue tout seul, puisqu'on est rentable au mois d'août. Et on fait une sortie par une IPO, qui ne règle pas le problème de 100% des actionnaires. On met toujours une minorité au bout. Où je discute avec plusieurs fonds qui reprennent l'entreprise, ou je vais avec les Espagnols, et puis on s'est dit, on va regarder où est le marché, on va regarder ce qui se passe. Et du coup, on a appelé nos contacts dans les différentes grandes banques. Et là, Thierry Laborde de la BNP a été exemplaire. C'est-à-dire qu'il nous a reçus, rue d'Antin, on a passé 2 heures. Tu peux peut-être préciser qui est Thierry Laborde? Alors Thierry Laborde, c'est le directeur général délégué de la BNP, c'est le numéro 2 de la BNP aujourd'hui. Alors récemment, et à l'époque, il s'occupait de ce qu'on appelle domestic market. Maintenant, il s'occupe de l'ensemble des banques de détail dans le monde et de beaucoup d'autres choses. Et il s'occupait de la France, de la Belgique et de l'Italie, pour faire simple. À la fin de la réunion, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Et j'avais assez envie de BNP plutôt que Santander. Et je vais te dire pourquoi. Et du coup, je lui dis, soit vous passez votre tour et puis c'est pas grave, on réfléchit. Voire on mandate une banque d'affaires pour faire une auction. Soit vous participez au capital sous une forme ou une autre, soit vous faites comme avec Fortis et vous préemptez. Il me dit on préempte. Et du coup, il me signe une LOI dans la journée. Une lettre d'intention. Une lettre d'intention. Bien sûr, il informe Jean-Laurent Bonafé. Ils informent leur board. Ils font un board 2 jours après. Et on a une offre ferme en 1 semaine. Quoi. Super. D'autres banques ont mis 15 jours à répondre. Et du coup, une fois qu'on a cette offre, on dit qu'est-ce que je fais? Je continue, ou je vais avec des fonds, je vais d'autres choses. Et là, c'est très très difficile de dire aux actionnaires on va continuer quand ils ont passé tous les hauts et les bas depuis 5 ans et qu'ils se disent tiens, il y a eu 0 sortie dans les fintech. Là, il y a une belle sortie, 100% cash, et du coup, ça intéresse les actionnaires. Alors pourquoi j'ai choisi BNP? Les fonds, j'avais pas envie parce que nickel, on est allé très très vite, on s'est beaucoup développé, on était en mode SaaS, on avait quelques problèmes opérationnels et quelques bugs, et on était en train d'y remédier progressivement, et j'avais envie de solidifier l'entreprise. Et les fonds, ça ne te solidifie pas forcément l'entreprise, ça te fait accélérer. Et du coup, je me suis dit, je suis dans une 2 chevaux sur une lune de crête à 130 à l'heure, et les gars me disent, tu vas accélérer, tu vas vendre de l'assurance, tu vas vendre de l'épargne, tu vas vendre du crédit, tu vas aller en Allemagne, tu vas aller en Italie, tu vas aller en Afrique, etc. Et moi qui avais accéléré de manière vertigineuse pendant 5 ans, j'avais pas envie d'accélérer, j'avais envie de densifier le modèle. Deuxièmement, j'avais envie que la solution telle qu'elle est reste. Parce que finalement, notre mission, c'est d'offrir des comptes à 20 € par an à l'ensemble de la population, y compris si on a un interdit bancaire. Et ça, je voulais que ça reste. Et du coup, avec la BNP, on avait la garantie que ça restait. Deuxièmement, je voulais solidifier le modèle. Et du coup, je voulais qu'on améliore la cybersécurité, qu'on améliore énormément de sujets. On a eu énormément de synergies, mais de synergies de savoir-faire. Pas tellement des synergies de coûts, des synergies de revenus. Il y a bien sûr eu des synergies de coûts. On achète Mastercard et Gemalto pas de la même manière quand on est avec BNP que quand on est tout seul, mais surtout des synergies avec les équipes sur la fraude, la sécurité, les paiements, les bonnes pratiques, etc. Et du coup, on a été rattaché directement à la direction générale de BNP Paribas, avec une branche. On a gardé la marque, on a gardé les équipes, on a gardé notre informatique. On était passé en techno Cassandra grâce à Michel Calmeau, c'est quoi mon la associé. techno Cassandra? C'est les technos d'Apple, de Google, qui donnent des puissances de calcul et des capacités de stockage absolument considérables par rapport à l'ancien monde SQL dans lequel on était au début. Et du coup, on avait besoin de ces gros investissements. Et les mutualistes étaient beaucoup plus lents dans leur processus de décision. Et moi, j'ai un mindset assez entrepreneur. Et je pense qu'au fond de moi, je pouvais me rapprocher que d'une banque privée, cotée en bourse, et si possible française. Et donc, BNP a été... tu vois, mais c'est énormément lié à ma relation de confiance. Comme je l'avais eu avec Pascal Mordon pour les buralistes, je l'ai eu avec Thierry Laborde, avec qui j'ai d'excellents contacts encore chez BNP Paribas. Merci beaucoup.
Alors, si on rentre dans Nickel maintenant, parce que le temps file, est-ce que tu pourrais nous dire voilà, quels sont les services qui sont proposés aujourd'hui et nous décrire vraiment la clientèle que vous servez? Et j'aimerais également, ça fait beaucoup de questions à tiroir, hein, je suis désolée, que tu nous parles aussi des partenariats que vous avez passés, parce que vous avez des partenaires comme Action contre la faim ou Samarium. C'est ça, hein. Et comme c'est la journée de la femme aujourd'hui, avec la fondation de Christine Kelly, cas d'urgence, sur l'ensemble des familles monoparentales aussi. Et c'est là qu'il y a le plus de pauvreté. Donc, d'abord, le cœur de la mission, c'est payer et être payé. Voilà. Et la banque, c'est 3 choses. C'est payer et être payé. Donc, avoir des revenus et puis pouvoir les dépenser de manière sécurisée, avoir un reporting fiable et si possible en temps réel. Deuxième chose, c'est le crédit. Troisième chose, c'est l'épargne. Nous, on ne fait pas les 2 autres. On fait juste la brique centrale. Et la grande innovation de Nickel, c'est d'avoir dissocié tout ça, d'avoir amené le temps réel et d'avoir fait des comptes bloqués sans découvert qui sont très vertueux. Et du coup, on continue dans cette mission-là. Alors, qui sont les clients? D'abord, on a un modèle économique, puisqu'on paye 20 €. On voulait être moins cher que l'abonnement free à 2 € par mois, c'est-à-dire à 24 € par an. Et on paye 20 € upfront quand on ouvre son compte Nickel. Et ensuite, on a des commissions à l'acte si on utilise le cash. Si je fais un dépôt de cash chez le buraliste ou je fais un retrait de cash, chaque fois qu'on a un coût en cash, eh bien, on refacture au client de manière transparente, ce qui fait que ça coûte à peu près 50 € par client par an. Et du coup, nos clients au départ, et on s'est trompé, c'était les interdits bancaires. Et en fait, je me suis rendu compte que les interdits bancaires, c'était plutôt des gens, alors entre guillemets, aisés, puisque c'est plutôt des gens qui gagnent entre 2 000 et 3 000 €, et qui ont divorcé ou qui ont perdu leur job et qui avaient 2 crédits à la consommation. C'est ça l'interdit bancaire, essentiellement. Et que le véritable sujet, c'est les gens qui sont pauvres, qui touchent les minima sociaux, qui gagnent 500, 600, 900 €, 1 000 € par an, et qui sont en découvert. Et en France, et ça c'est Panorama qui le dit, il y a 25% des Français qui sont en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par mois. Et c'est 40% tous les trimestres et 65% au moins une fois par an. Qu'est-ce qu'un dépassement d'autorisation de découvert? Tu as dépassé l'autorisation, donc tu n'es plus autorisé, et donc tu es puni. Et donc c'est 8 € le paiement derrière le dépassement d'autorisation. 8 € le paiement. Tu payes 12 €, ça te coûte 20 €. Et c'est limité à 80 € par mois, ce qui fait 960 par an. Et ça ne comprend pas les avis tiers détenteurs, les rejets de prélèvement à 20 €, etc. Donc je te passe le truc, mais finalement le cœur de notre cible, c'est les gens qui payaient 500, 900 € par an de frais d'incident, qui ramènent l'ardoise à 0 en étant chez Nickel, avec la value de proposition que l'on a. Et on avait peur de dire que les gens disent vous êtes vache, on ne peut pas faire le dernier caddie avec vous, ça ne passe pas à la fin du mois parce qu'on n'a pas le droit au découvert. Et c'est l'inverse qui se passe. Les gens viennent massivement et disent grâce à vous, je ne suis plus dans le rouge. Grâce à vous, j'ai la paix. Grâce à vous, je ne suis plus harcelé. Grâce à vous, je ne rentre plus dans la spirale infernale. Et finalement, le découvert et le dépassement d'autorisation de découvert, c'est le crédit conso malsain. Le crédit conso est bien fait, il est structuré, les risques sont calculés. Mais le dépassement d'autorisation de découvert, c'est du pouce au crime. Et du coup, on s'est retrouvé au lieu de rebancariser 1 million de personnes, on se retrouve à faire une économie de plus de 500 € à potentiellement le quart, 30% de la population française. Donc ça, c'est un succès énorme. Et c'est pour ça qu'on ouvre 45 000 comptes par mois en ce moment, avec un budget marketing très limité. C'est que du bouche à oreille. Et puis, on a eu d'autres clients qu'on n'attendait pas. Et là, on a diversifié l'offre pour répondre à ta question. Mais très vite, on s'est rendu compte que 30% des paiements carte Nickel étaient sur Internet. 30%. L'e-commerce, à l'époque, c'était 10,5% du commerce. Ça augmente un peu dans cette phase Covid, mais c'est encore très, très minoritaire par rapport au commerce en dur. On s'est demandé pourquoi, et on a vu que les gens considéraient que d'avoir un compte bloqué dans lequel j'allais mettre 200, 300 € et faire mes achats en ligne, ça me permettait de désexposer mes avoirs de la toile. J'ai un reporting en temps réel, je bloque en un clic, je fais opposition, je suis remboursé si je suis victime de phishing, etc. Et du coup, on est devenu la carte sécurité pour payer en ligne. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait 10% de nos clients qui voyageaient et que on ne prenait pas de frais à l'étranger à l'époque. Après, le pricing Mastercard a évolué, donc on a fait évoluer un peu le pricing, mais on est toujours de très très loin les moins chers sur le plan international. Et si on prend la carte Nickel Chrome aujourd'hui, c'est la moins chère de la place, beaucoup moins chère que Revolut et les autres sur l'ensemble des paiements en devises. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait 10% de nos clients qui l'achetaient pour voyager, qu'il y en avait une vingtaine de pourcents, c'est-à-dire 30% moins les 10%, qui l'a payé pour payer sur Internet. Et du coup, et puis il y en a qui le prenaient pour les enfants, donc on a ouvert le compte à partir de 12 ans et c'est devenu la carte des enfants, etc. Et du coup, on a dit, ces gens-là ont l'assurance de base de la Mastercard de base, et du coup, on a fait un appel d'offres, on a benchmarké les meilleures cartes, Infinite, Gold, etc., sur 2 choses. Alors, pas le ski, on en parlait tout à l'heure, ça n'intéresse pas nos clients, mais sur le voyage et le paiement Internet. Ouais.
Et on a la meilleure assurance qui existe vis-à-vis de toutes les cartes infinies et tout, sur le voyage et le paiement Internet. On a lancé la carte Chrome, qui coûte 30 € par an, en plus des 20 € d'abonnement annuel, et sur lequel tous les paiements à l'étranger sont gratuits, dans toutes les devises, et sur lesquels les assurances sur tes livrets sur Internet, voyage, etc., sont les meilleures du marché. Et cette carte marche très très bien. Donc on diversifie l'offre, toujours autour de payer et être payé, en fonction des besoins et des usages des clients. Super. Alors, on parlait d'Europe. Vous êtes présent également en Espagne, si je suis correcte. Vos prochaines étapes pour Nickel, c'est quoi? C'est de faire connaître ce modèle-là en dehors de la France? Alors d'abord, moi j'ai une divergence de vue par rapport à beaucoup d'autres modèles de néobanques. C'est-à-dire que je considère que le marché de la banque de détail est domestique. Je pense qu'il est difficile et qu'il a des coûts. Et qu'il faut avoir un modèle et qu'il faut être rentable. Donc ceux qui font tout gratuit dans plein de pays, je ne comprends pas. Voilà. Je ne dis pas que ça ne marchera pas. On m'a tellement dit que Nickel ne marcherait jamais que je dis jamais ça ne marchera pas, mais je dis je ne comprends pas. Et du coup, nous, on est pragmatique. Donc, on a lancé en France, on a 2 millions de clients, on est rentable. Nos propres fonds propres nous permettent, sans faire appel aux actionnaires, parce qu'on n'a pas dit tout à l'heure que la Confédération des buralistes a toujours 5% du capital de Nickel. Et je salue le nouveau président de la Confédération des buralistes qui continue à adorer Nickel et qui continue à poursuivre. Et du coup, là, on se lance dans des pays qu'on comprend, où on a la même régulation, donc on passeporte l'agrément de la CPR français, et où il y a un besoin de population sur... donc le premier pays qu'on a lancé, c'est l'Espagne, avec un partenariat avec Fenamix, qui est le réseau de loterie nationale d'Espagne, qui démarre depuis un mois. Et ensuite, on a annoncé qu'on allait démarrer au Portugal, et qu'on allait démarrer en Belgique. Et puis ensuite, ça c'est 2022, 2021 c'est l'Espagne, et ensuite on regarde d'autres pays européens. On en a 2 autres en tête assez rapidement, sur lesquels je ne peux pas encore parler parce qu'on n'a pas pris les décisions de les lancer dans le comité de surveillance. Et on va essayer de tapisser l'Europe, parce qu'on a annoncé dans le plan stratégique, c'est qu'on aurait 6 millions de clients en Europe en 2025. Extra, super. Alors, il y a un des points que tu ne m'as pas répondu, pardon, je reviens en arrière, c'est sur les partenariats avec Action contre la faim et ces associations. Alors, tu peux juste nous expliquer ce que ça signifie? Alors, quand on a lancé Nickel, on s'intéressait à toutes les populations les plus fragiles. Et du coup, la première personne qu'on a recrutée au marketing de Nickel, c'est Brigitte Marbeuf, qui était une femme de 60 ans qui avait passé toute sa vie dans l'associatif. Et en fait, on a travaillé énormément avec l'ensemble des associations. Et l'association avec laquelle on a le plus travaillé d'ailleurs dès le départ, c'était Crésus. Et je salue aussi Jean-Louis Kiel, et qui s'occupe des personnes surendettées. Et pour qui la solution Nickel était une solution évidente. Et du coup, on a énormément travaillé. On travaille encore avec Crésus pour aider les gens à mieux comprendre et à mieux gérer leur budget. Et du coup, on a passé un temps énorme à travailler à la fois au niveau national et au niveau local, les centres d'action sociale des mairies et l'ensemble des associations. Donc on a travaillé aussi bien avec la Fondation AFPR que les Restos du Cœur, que des associations dans tous les domaines, la Fondation de Christine Killing dont je parlais tout à l'heure, mais aussi Crésus et l'ensemble des associations. Et être proche, être au contact. Donc il y avait le buraliste avec le terrain, mais c'est très très important de travailler avec les mairies. Et il y a beaucoup de maires, dont Hidalgo, dont Édouard Philippe, qui ont ouvert leur compte Nickel et qui nous ont reçus et qui ont communiqué auprès des centres d'action sociale et qui ont mis la solution Nickel sur les sites de leur mairie. Et on a fait l'inverse de tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des choses virtuelles très chères, on a fait des choses de terrain très très concrètes en dépensant beaucoup de sueur sur le terrain, nous et nos équipes, quoi. Et du coup, les partenariats avec les associations est quelque chose de très très important dans le modèle de Nickel. Merci beaucoup. Pour clôturer, Hugues, alors il y a encore plein de choses que je voulais aborder avec toi. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir les aborder. Donc, il faut tenir le calendrier, sinon les auditeurs décrochent. Exactement. Quel bouquin tu pourrais nous recommander, hormis le tien, que je recommande encore une fois, Nos banques, enfin les tiens, s'il y en a plusieurs. J'ai réfléchi parce que je lis énormément. Mais en fait, alors on n'a pas parlé de mes nouvelles activités où j'accompagne une vingtaine d'entreprises. Et là, je prends la présidence d'une entreprise dans les cosmétiques médicaux et qui fait 98% de son chiffre d'affaires en Chine. Et j'ai lu un livre fabuleux qui s'appelle Paris-Pékin Express. Ça a été écrit par David Bavrez, que j'ai rencontré depuis grâce à un ami commun, Denis Monnier. Et c'est génial. Et en fait, c'est la Chine dans toute son histoire, sa complexité, sa nuance. Et en fait, David, tu sais que en fait, quand Emmanuel Macron a été élu, son premier voyage, c'était la Chine. C'était pas l'Allemagne comme les autres présidents.
Et pour se mettre à niveau sur la Chine, il a demandé à David, qui vit là-bas depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est investisseur, de le préparer. Et en fait, c'est un livre d'entretien entre David Bavrez et Emmanuel Macron sur la Chine. Oui. Et ce que j'ai trouvé génial, moi j'avais fait pas mal de voyages en Chine quand j'étais à la Société Générale, etc., c'est qu'il tord le cou à tellement d'idées reçues, à tellement de clichés, il est tellement dans le fond, il est tellement dans l'intelligence, tellement dans la nuance, que on sort de ce livre beaucoup plus intelligent. Donc tous les gens qui s'intéressent à l'évolution du monde, et la Chine devient l'hyperpuissance, il y a de grandes puissances, il y a les États-Unis et la Chine, mais la Chine devient l'hyperpuissance, pour comprendre de manière nuancée et non caricaturale ce qui est en train de se passer, je pense qu'il faut lire Paris-Pékin Express de David Bavrez. Parfait. Merci beaucoup, Hugues. Merci, à bientôt. Solène. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.